Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de présentation des notes de cours du chapitre valeurs et vecteurs propres. Donc cette vidéo numéro 4 sera consacrée à la section numéro 4, principalement consacrée aux polynômes caractéristiques, avec quelques exemples, et puis en lien avec le polynôme caractéristique à la notion de multiplicité algébrique d'une valeur propre et le lien entre cette multiplicité algébrique et la multiplicité géométrique. Et on attaque avec le premier slide. Et on commence avec cette proposition assez simple qui dit que les assertions suivantes sont équivalentes. Lambda est une valeur propre de A si et seulement si il existe des vecteurs propres, donc si et seulement si le noyau de A moins lambda identité n'est pas réduit à 0, vecteur nul. Ça, d'après le théorème du rang, on sait que c'est équivalent au fait que le rang de cette matrice A moins lambda identité n'est pas total, n'est pas n. Et si on se souvient du chapitre déterminant, c'est équivalent au fait que le déterminant de cette matrice A moins lambda identité est égal à 0. Proposition et démonstration donc assez simple, mais on a en fait caché une difficulté à travers le fait qu'on a pris une matrice à coefficient donc K, et qu'on a noté encore A, l'endomorphisme de K puissance n, canoniquement associé à cette matrice. En réalité, dans le cas le plus important pour les applications où A est une matrice à coefficient réel, eh bien on peut appliquer la proposition précédente soit pour K égale R, soit pour K égale C. Parce qu'une matrice à coefficient réel, c'est une matrice de Mn de R, bien sûr, mais c'est aussi une matrice de Mn de C. Et donc, on a eu cette notation un peu paresseuse de noter encore A, l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice. En réalité, si A est à coefficient réel, il vaut mieux prendre deux notations distinctes pour désigner l'endomorphisme de Rn associé à la matrice A et l'endomorphisme de Cn associé à la matrice A. Et on renvoie au slide 18 où on explique ces deux notations. Et à ce moment-là, pour chacun de ces deux endomorphismes, eh bien, on peut appliquer la proposition qui caractérise, et c'est surtout l'assertion 4 qui va être intéressante pour la suite parce que c'est elle qui va définir le polynôme caractéristique. On peut appliquer cette assertion pour caractériser soit les valeurs propres seulement réelles, soit les valeurs propres réelles ou complexes. Donc quand je dis appliquer cette proposition dans l'un ou l'autre de ces deux cas, ça veut dire dans cette proposition, vous remplacez la notation A par soit celle-ci, soit celle-ci. On est d'accord? Voilà. Et après, vous remplacez la notation dans toute la proposition, soit par ce F à R, soit par ce F à C. Et la proposition est vraie dans les deux cas. Mais, et bien sûr, ça ne définit pas les mêmes valeurs propres. Ça définit les valeurs propres réelles ou les valeurs propres réelles et complexes, et non réelles. Mais tout ça va s'éclaircir avec les exemples et les tests. On passe au slide suivant. Alors ici, on est en fait 2 slides plus loin, et l'objectif, c'est d'énoncer cette définition de ce que c'est que le polynôme caractéristique d'une matrice. Donc, le polynôme caractéristique, ça va être la fonction de lambda qui est le déterminant de A moins lambda IN. Mais pour énoncer cette définition de façon agréable, il faut d'abord dire que c'est vraiment un polynôme. Donc ça fait l'objet du slide précédent. Donc on revient au slide précédent. Et vous voyez, cette proposition nous dit que cette fonction, lambda donne déterminant de A moins lambda IN, où A est une matrice n croix n à coefficient dans K. C'est une fonction polynomiale de degré n. Donc il existe un polynôme P tel qu'on est ça. Et tel que le déterminant de A moins lambda IN égale P de lambda. Alors vous vous souvenez au passage, dans le chapitre polynôme, on avait fait l'effort de noter de manière distincte le polynôme qui est une expression formelle et la fonction polynôme qu'on avait notée avec un petit p. Ici dans ce chapitre, je n'ai pas fait cette distinction. J'ai tout noté avec un grand P parce que j'ai jugé que c'était
pas indispensable, on pouvait faire la confusion de notation qui consiste à noter de la même manière le polynôme abstrait et la fonction polynôme. Donc ce déterminant de a moins lambda in, c'est un polynôme qui a le même degré que la dimension de l'espace. A, c'est une matrice n croix n, donc c'est la dimension de l'espace sur lequel A agit comme une transformation linéaire. Et en outre, ce polynôme, on a quelques informations supplémentaires sur quelques-uns de ces termes, le terme de degré n, n-1 et 0. Et voilà la valeur des coefficients. Le terme de degré n, il vaut moins 1 puissance n. Le terme de degré 0, il vaut déterminant de A. Ça, c'est facile de le voir a priori, puisque le terme de degré 0, c'est la valeur lorsque on prend lambda égale 0. Donc si on prend lambda égale 0, bien sûr, la valeur constante d'un polynôme, c'est quand vous prenez 0 comme étant la valeur de l'argument du polynôme. Vous obtenez le terme de degré 0 du polynôme. Et côté gauche, quand vous prenez lambda égale 0, vous trouvez déterminant de A. Donc j'ai envie de dire, ça c'est OK. En revanche, ce moins 1 puissance n, pour l'instant, on ne l'a pas démontré. Et il y a un troisième terme sur lequel vous avez une information, c'est le terme de degré n-1. Et là, ce que nous dit la proposition, c'est qu'il vaut moins 1 puissance n-1 fois la trace de A, à nouveau pour l'interrogation, ça il faudra le montrer. Et la trace de A, ça fait l'objet de cette définition, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu à quelques occasions, je pense. C'est la somme des coefficients diagonaux. Et donc on peut résumer les informations dans ce petit tableau en écrivant le polynôme, enfin en écrivant quelques-uns de ces termes. C'est ce qu'on a écrit ici. P de lambda égale, ça c'est le terme de degré n, ça c'est le terme de degré n-1, et ça c'est le terme de degré 0. Et puis bien sûr, vous avez les autres termes. Bon, du coup, cette fonction déterminant de a moins lambda identité, maintenant, grâce à cette proposition, on sait que c'est un polynôme, et ce polynôme, on l'appelle le polynôme caractéristique de la matrice. Ce terme polynôme caractéristique, c'est un terme qu'on a déjà rencontré dans le cours sur les équations différentielles. Ce n'est pas par hasard. Mais le lien avec les équations différentielles, ça fera l'objet du chapitre suivant. Donc on ne va pas le voir dans ce chapitre. En tout cas, grâce à ce polynôme caractéristique, on a maintenant un moyen effectif, enfin plus ou moins effectif, de calcul des valeurs propres. Les valeurs propres, ce sont les racines du polynôme caractéristique. Puisque, rappel, les valeurs propres, c'est les lambdas pour lesquels ce déterminant vaut 0. Évidemment, le fait que les valeurs propres, ce soit les racines d'un polynôme dont en plus on connaît le degré et on connaît même quelques-uns des termes, c'est pas neutre. C'est une information dont on va tirer parti. Et donc on va pouvoir exploiter nos connaissances sur les polynômes. On a fait un chapitre polynôme au premier semestre, il va servir pour en tirer des informations sur les valeurs propres d'une matrice. Et en particulier, on va tirer parti du théorème fondamental de l'algèbre qui nous donne des informations assez fortes sur les racines d'un polynôme et leur multiplicité. Alors, très rapidement, le petit warning au-dessous. Si vous allez regarder sur Wikipédia polynôme caractéristique, et en particulier, j'en suis sûr, la page en anglais, c'est pas cette définition-là que vous allez trouver. Donc, c'est pas cette définition-là que vous allez trouver. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Alors que, vous avez vu, moi j'ai choisi celle-ci. Donc il y a deux conventions ou deux définitions possibles et on n'a pas choisi la plus moderne. Mais on a choisi celle qui est encore très largement dominante, en tout cas dans l'enseignement, en tout cas à l'INSA. Donc pour la suite de votre scolarité, ce sera plus facile de rester avec celle-là. Et aussi pour quand vous faites des petits calculs en dimension 2, 3, je pense que c'est un peu plus facile d'utiliser celle-là.
Alors, il n'y a pas un enjeu énorme à choisir l'une ou l'autre de ces deux conventions, parce que de toutes les façons, ces deux fonctions, elles ne diffèrent que par un facteur moins 1 puissance n. Donc, vous voyez, en plus, en dimension paire, par exemple, c'est égal, ces deux fonctions sont égales. Et en dimension impaire, elles diffèrent que par le signe. Mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est les racines du polynôme caractéristique. Et les racines, puisque c'est les racines qui vont être les valeurs propres. Et les racines, elles ne sont pas influencées par un facteur moins 1 en facteur du polynôme. Pourquoi ce facteur moins 1 puissance n? Parce que cette matrice, donc ici on a pris la matrice opposée, donc il y a un facteur moins, et moins 1 par n linéarité. Souvenez-vous, le déterminant c'est n linéaire, ça fait sortir un facteur moins 1 puissance n. L'avantage de la convention un peu plus moderne, c'est que le polynôme caractéristique, vous voyez comme il y a moins 1 puissance n en facteur, ça fait un polynôme unitaire, avec un terme dominant qui a pour coefficient 1. Mais du coup, le dernier terme aura, lui, un moins 1 puissance n en facteur du déterminant. Bref, les deux conventions ont leurs avantages. On reste avec celle de gauche. Et notre prochain objectif, c'est de démontrer la proposition précédente, cette proposition-là. C'est-à-dire le fait que cette fonction est polynomiale, de degré n, et qu'on a ces informations sur ces coefficients. Alors, avant de pouvoir démontrer cette proposition, on a besoin d'un petit rappel sur l'expression générale du déterminant d'une matrice. Alors, quand je dis rappel et on a vu, c'est un petit peu exagéré, puisque ce à quoi je fais référence, c'est quelque chose qui, dans le chapitre déterminant, figure comme complément hors programme. Hein, on a vu dans les compléments hors programme. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Bon, on a vu une espèce de formule comme ça, horrible si on veut, mais générale, complète, du déterminant d'une matrice. Et comme c'est un complément hors programme, vous n'avez pas à être capable de réécrire cette formule et de maîtriser parfaitement tous les éléments dans cette formule. Notamment, vous n'avez pas besoin de maîtriser très très bien ce coefficient qui vaut plus ou moins 1. En revanche, c'est quand même bien si vous avez en tête que ce déterminant, c'est une somme au signe près des produits de coefficients de la matrice, et dans ces produits de coefficients, on a un coefficient et un seul dans chaque ligne et dans chaque colonne. C'est pour ça que les coefficients s'écrivent sous cette forme sigma de 1, 1, sigma de n, n, où sigma est une bijection sur les n indices, ce qui veut dire que, vous voyez qu'ici, par construction, on aura un coefficient dans chaque colonne, puisque la deuxième indice, c'est l'indice de la colonne, il va de 1 à n, et comme sigma est une bijection, vous aurez aussi tous les entiers de 1 à n dans sigma de 1, sigma de 2, sigma de n, donc vous aurez aussi un coefficient et un seul dans chaque ligne. Donc un déterminant, c'est une combinaison linéaire, mais en fait c'est presque une somme. C'est une somme avec des signes plus ou moins. De quoi? De produits, de n coefficients parmi les coefficients de la matrice. Et les produits correspondent à toutes les manières possibles de choisir les n coefficients de la matrice de manière à ce qu'il n'y en ait qu'un seul, un et un seul dans chaque ligne, et un seul dans chaque colonne. Voilà, ça on l'a vu plus ou moins de manière précise en dimension n. En tout cas, on l'a vu au moins en dimension 2 et 3 dans le chapitre déterminant. Et les coefficients de la combinaison linéaire, c'est ce qu'on a dit, ça fait des plus ou moins 1. Et tout ça, c'est cohérent avec le développement de Laplace qui lui-même était quelque chose d'un peu en lisière du programme. Bon, et avec ce rappel si on veut, plus ou moins rappel ou je sais pas quoi, ou complément sur le chapitre déterminant, on est armé pour démontrer notre proposition sur les propriétés du polynôme caractéristique. Nous y voilà. Donc le polynôme caractéristique, c'est ce déterminant. Et donc c'est ce déterminant. C'est la matrice A, sauf que sur la diagonale, on a enlevé à chacun des coefficients diagonaux, on a soustrait lambda. Et la valeur de ce déterminant, c'est une somme de produits des coefficients de cette matrice.
si c'est une somme de produits de ces nombres, c'est un polynôme en lambda. C'est donc bien un polynôme en lambda, vous êtes d'accord? Ça fait intervenir des AIJ qui sont des constantes qui ne dépendent pas de lambda, et puis des facteurs de la forme AII moins lambda qui font apparaître des facteurs lambda, mais à l'exposant 1, donc quand on les multiplie, ça fait un polynôme en lambda. Et dans ces produits de coefficients de la matrice, il faut prendre un coefficient et un seul dans chaque ligne et dans chaque colonne. Donc le produit qui fait apparaître le plus de facteurs lambda, c'est le produit dans lequel on prend tous les coefficients de la première diagonale, de la diagonale de la matrice. Oui, la première diagonale, on peut dire. Si vous prenez ces coefficients-là, ça fait intervenir un produit dans lequel vous allez prendre lambda, moins lambda, moins lambda, moins lambda dans chaque facteur, et ça fait apparaître un moins lambda puissance n. Et voilà notre degré du polynôme et la valeur du terme dominant. Bon, la valeur du terme constant, on l'avait dit. La valeur du terme constant du polynôme, c'est quand vous prenez lambda égale 0, ça fait déterminant de a moins lambda moins 0 identité, ça fait déterminant de a. Pas de problème pour le terme constant. Et donc, il n'y a plus qu'à justifier le terme de degré n-1 pour terminer la démonstration. Alors, le terme de degré n-1, il vient aussi de ce produit des coefficients diagonaux. Pourquoi? Eh bien, parce que si dans votre produit, parmi la somme des produits, vous choisissez de ne pas prendre un des termes diagonaux, à ce moment-là, vous êtes obligé de ne pas en prendre, non pas un, mais deux. Parce que si vous avez pris tous les autres termes diagonaux, vous êtes obligé de prendre le dernier. Ça, c'est parce que vous devez prendre un terme dans une ligne, un terme et un seul dans chaque ligne et dans chaque colonne. Donc, réfléchissez à ça. Si dans votre produit, vous avez choisi n-1 coefficients diagonaux, votre dernier terme du produit, ça doit être le dernier coefficient diagonal. Bref, les produits qui ne comprennent pas tous les coefficients diagonaux, ils donnent lieu à des termes de degré inférieur ou égaux à n-2. Donc le terme de degré n-1, il est obtenu en prenant le produit de tous les coefficients diagonaux. Et dans ce produit, quand vous développez, pour avoir du degré n-1, il faut prendre moins lambda n-1 fois. Et donc, il y a une fois où, au lieu du n-1, dans ce produit, qui est écrit ici, excusez-moi, vous prenez n-1 fois, vous prenez moins lambda, ça fait moins lambda puissance n plus 1, ce produit-là. Et puis, pour un des facteurs, vous choisissez de prendre le AII. Et bien sûr, vous pouvez le prendre dans le premier facteur, dans le deuxième ou dans le nème. Et ça, quand vous développez, il faut les sommer. Donc, ça vous fait moins lambda puissance n-1 fois la trace de la matrice, la somme des coefficients diagonaux. Et on a terminé la démonstration de cette proposition. Si vous trouvez que vous avez souffert, vous n'avez pas souffert pour rien, on va voir ça dans le sommaire. Nous voilà dans le sommaire, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et ce qui restait après dans cette partie polynôme caractéristique, c'était le cas d'une matrice de 2 à coefficient réel et l'applet associée. Et ça, on en a parlé dans la première vidéo consacrée au chapitre. Donc je ne vais pas y revenir ici. Donc du coup, vous voyez, on est content. On a fini le polynôme caractéristique. En revanche, attention, cette partie de 2 à coefficient réel et l'applet, c'est très important. Hein, c'est très important de maîtriser ce qui se passe en dimension 2 parce qu'on fera beaucoup d'exercices en dimension 2. Mais je ne vais pas en reparler ici. Et du coup, on va aller tout de suite aux exemples avec du 2,2, mais vous allez voir, valeur propre complexe, puis 3,3. Mais en réalité, c'est encore mieux que ce que j'avais dit, puisque ce premier exemple de matrice 2,2 à coefficient réel avec des valeurs propres complexes, on en a aussi déjà parlé dans la vidéo 3. Donc j'y reviens quand même rapidement, mais on va aller assez vite. Sur cet exemple. On y va tout de suite. Donc vous vous souvenez, c'était l'exemple d'une matrice qui représente la rotation d'angle π sur 2 dans R2. Donc ça, géométriquement, on sait déjà qu'il n'y aura pas de valeur propre réelle. Quand on écrit le polynôme caractéristique, maintenant on maîtrise le polynôme caractéristique, ça fait lambda 2 plus 1. Donc il y a deux valeurs propres complexes qui valent plus ou moins i.
Si on note EI et E-I, les sous-espaces propres complexes, on les cherche comme étant le noyau de A moins I2 et le noyau de A moins moins I2, donc A plus I2. Et en réalité, vous vous souvenez, c'est idiot de faire 2 fois le calcul, puisque si on trouve un vecteur propre, le vecteur complexe conjugué sera vecteur propre pour la valeur propre complexe conjugué. Donc il suffit de chercher le noyau de cette matrice, qui est cette matrice, qui est de rang 1 et dont le noyau est span, mais span sur C, hein, span à coefficient complexe, de ce vecteur, de C2. Span sur C, c'est-à-dire les multiples de ce vecteur, mais pour des, en le multipliant par tous les nombres complexes possibles. Et puis pareil pour l'autre sous-espace propre. Et puis donc vous vous souvenez, mais c'est des redites de la vidéo numéro 3, si on regarde l'endomorphisme associé à A de R2, l'endomorphisme bleu, il n'a pas de valeur propre, donc il n'a pas non plus de vecteur propre réel. En revanche, l'endomorphisme violet de C2 associé à A, lui, il a ces deux vecteurs propres qu'on a calculés au slide précédent, VV bar, et voilà les deux sous-espaces propres qui sont les droites complexes de C2 qui sont obtenues en multipliant V par tous les nombres complexes possibles et V bar par tous les nombres complexes possibles. Et les deux espaces propres sont obtenus image l'un de l'autre par conjugaison complexe des vecteurs. Et puis vous voyez, ça j'en avais pas parlé dans la vidéo numéro 3, on a notre formule de changement de base. P-1 AP égale une matrice diagonale sur laquelle vous retrouvez les deux valeurs propres sur la diagonale, sauf que cette fois-ci, c'est un changement de base, mais ce n'est pas un changement de base dans R2, c'est un changement de base dans C2. La matrice P, c'est la matrice c'est la matrice de passage de la base canonique de R2, mais c'est aussi la base canonique de C2, vers la base de vecteur propre. La base de vecteur propre, c'est la base VV bar. Si vous regardez, on revient au slide précédent, les coordonnées de vecteurs propres, ça c'est V, ça c'est V bar, donc la matrice P, elle a bien, les deux colonnes de la matrice P sont bien les coordonnées du vecteur V et du vecteur V bar. Alors bien sûr, comme c'est dans ces deux, c'est quand même un petit peu plus abstrait. On n'a pas un dessin aussi parlant, aussi concret que cette figure-là, dans laquelle on avait des vecteurs propres réels. Il faut imaginer la même figure, mais dans laquelle on a deux vecteurs propres conjugués complexes, mais qui sont toujours image par P des deux vecteurs de la base canonique, mais de la base canonique vue dans C2. On est bien dans un cas où la matrice A est diagonalisable sur C, et diagonalisable sur C, voilà, cette formule, à travers cette égalité, on l'a diagonalisée sur C, mais bien sûr, pas sur R, puisqu'il n'y a pas de valeur propre réelle. Alors, sachez que si vous trouvez ça beaucoup moins sympa, moins intuitif, moins facile à comprendre, la diagonalisation sur C, que la diagonalisation sur R, bah écoutez, sachez que je vous comprends, mais que j'y suis absolument pour rien, c'est pas pour vous embêter, mais c'est bien parce que le monde est fait comme ça, hein, qu'il y a des valeurs propres complexes et des vecteurs propres complexes. Les valeurs propres complexes, on a vu qu'elles jouaient un rôle essentiel au premier semestre sur les équations différentielles, et ça on va le retrouver dans le chapitre suivant, quand on va revisiter ces équations différentielles avec les outils de l'algèbre linéaire. On verra à ce moment-là que diagonaliser sur C, ce sera quand même bien utile pour à la fois exprimer et comprendre les solutions des équations différentielles qu'on verra comme des systèmes différentiels. Et on passe à l'exemple suivant, qui est une matrice 3,3 à coefficient réel, et dans laquelle on va voir qu'il y a à nouveau deux valeurs propres complexes conjuguées. Alors voilà la matrice qui est proposée. Vous voyez que c'est une matrice assez simple. En fait, c'est une matrice qui ne contient pas beaucoup plus que le cas précédent, puisque regardez, c'est une matrice qui est diagonale par bloc. Diagonale par bloc, c'est un terme du chapitre déterminant. Donc en fait, dans les directions
disons y et z, c'est la rotation d'angle pi sur 2 de l'exemple précédent. Puis dans la direction x, c'est juste l'identité. Du coup, vous avez, je pense, une compréhension intuitive de comment cette matrice agit sur R3 et les caractéristiques qu'on vient de mentionner, on va les retrouver dans le calcul. Mais maintenant, vous pouvez aussi faire le calcul qui suit de manière complètement aveugle, calculatoire, sans forcément avoir cette interprétation qu'on vient de faire. On y va pour le calcul. Ça, c'est le polynôme caractéristique. On a enlevé moins lambda sur la diagonale. Et vous voyez, le polynôme caractéristique, il est diagonal par bloc, le déterminant. Donc, il s'écrit comme le produit des déterminants des blocs. Donc, 1 moins lambda fois, pour ce bloc-là, c'est le même que précédemment, lambda 2 plus 1. Donc, en plus des valeurs propres i et moins i les mêmes que précédemment, on trouve la valeur propre 1. Si vous cherchez les vecteurs propres, alors, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que c'est une matrice 3-3, mais enfin, essentiellement, vous voyez, on a le vecteur propre qui est le premier vecteur de base associé à cette colonne. On le savait déjà, celui-là, qu'il était vecteur propre. Et puis, on retrouve, en mettant 0 sur la première coordonnée, les deux vecteurs v et v bar de l'exemple précédent. Donc, c'est à peine plus que l'exemple précédent. Alors, associé à cette matrice B, on a, comme pour toute matrice réelle, on a deux endomorphismes. L'endomorphisme restreint à R3, il a une seule valeur propre réelle, et associé à cette valeur propre réelle, il a la direction propre réelle engendrée par ce vecteur-là dans R3. En revanche, si vous regardez l'endomorphisme de C3, lui, il a une valeur propre réelle et deux valeurs propres complexes, conjuguées. Et donc aussi des vecteurs propres, mais qui seront des vecteurs complexes, donc que vous ne voyez pas dans R3. Donc votre matrice, elle n'est pas diagonalisable sur R, elle n'est pas diagonalisable sur R, excusez-moi, puisque les multiplicités géométriques de valeurs propres sur R, il n'y en a que une multiplicité, c'est 1 et pas 3. En revanche, elle est diagonalisable sur C, puisque vous avez 3 vecteurs propres dans C3. Donc ces 3 vecteurs propres, voilà, on les a mises dans les colonnes d'une matrice qu'on a notée Q, mais qui est la matrice de passage de la base canonique vers la base de vecteurs propres qu'on a trouvée au slide précédent. Et pas de problème, notre formule de changement de base, Q-1 à Q, nous donne une matrice diagonale qui contient sur sa diagonale les valeurs propres associées aux vecteurs propres dans l'ordre, dans le même ordre. Et c'est fini pour cet exemple. Et donc vous voyez, on a terminé la partie consacrée aux polynômes caractéristiques. Et il ne nous reste plus qu'un gros morceau à digérer, la question de la multiplicité algébrique des valeurs propres et du lien avec la multiplicité géométrique. Vous voyez ici, lien entre multiplicité géométrique et algébrique. On y va tout de suite. Alors vous vous souvenez, dans la deuxième vidéo, on avait défini la multiplicité géométrique d'une valeur propre comme étant égale à la dimension de l'espace propre, donc du noyau de A moins lambda identité, de l'espace propre associé à la valeur propre lambda. Mais maintenant que dans cette partie 4, on a aussi vu que on pouvait aussi définir une valeur propre avec une définition algébrique, comme la racine d'un polynôme, en tant que racine du polynôme, on peut en donner une multiplicité algébrique. Sa multiplicité algébrique, c'est sa multiplicité en tant que racine du polynôme caractéristique de A. Donc on a deux notions de multiplicité, géométrique, algébrique. Et on verra dans les slides qui suivent que ce sont deux notions qui diffèrent. Ce n'est pas la même valeur, la multiplicité géométrique et algébrique. En fait, il y a une inégalité entre les deux. On le verra un peu plus loin. Alors, vous vous souvenez, au premier semestre, dans le chapitre polynôme, pour les racines de polynômes, on parlait de racines simples ou de racines multiples par référence à ce qui correspond à la multiplicité algébrique, c'est-à-dire la multiplicité en tant que racine. De la même manière, on parlera de valeurs propres simples ou valeurs propres multiples. Sauf que
Comme pour les valeurs propres, on a deux notions différentes de multiplicité. En toute rigueur, il faudrait préciser valeur propre simple pour quel type de multiplicité, valeur propre multiple pour quel type de multiplicité. En fait, en pratique, quand on parle de valeur propre simple ou valeur propre multiple, sans préciser davantage, c'est implicitement en référence à la multiplicité algébrique. Voilà, c'est une convention et vous vous y habituerez certainement dans les exercices. Donc une valeur propre multiple, c'est une valeur propre qui est racine multiple du polynôme caractéristique. Une valeur propre simple, c'est une valeur propre qui est racine simple du polynôme caractéristique. Et on passe au slide suivant. Alors vous vous souvenez, au moment des slides sur la définition du polynôme caractéristique, on avait dit qu'on allait exploiter nos connaissances sur les polynômes, et en particulier le théorème fondamental de l'algèbre, pour en tirer des informations sur les valeurs propres. Eh bien, on y est. On y est, et on est à ce corollaire simple auquel il était fait référence au slide 27 où on était juste avant. Et ce corollaire, il énonce les conséquences directes du théorème fondamental de l'algèbre, c'est-à-dire du fait que les valeurs propres sont racines d'un polynôme de degré n, les conséquences directes sur les valeurs propres d'une matrice. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce corollaire? Trois assertions qui sont vraiment, vous voyez, la démonstration, c'est trois conséquences immédiates du théorème fondamental de l'algèbre. Le théorème fondamental de l'algèbre, il nous dit qu'un polynôme de degré n possède, en fait, dans sa version la plus précise, possède n racines complexes comptées avec leur multiplicité algébrique. Donc, au plus n racines distinctes et au moins une racine dans C. Et quand vous traduisez ça en termes de valeur propre d'une matrice, ça donne exactement les trois assertions qu'il y a là. Au plus n valeurs propres distinctes, dans R ou même dans C, au moins une valeur propre dans C, et exactement n valeurs propres dans C, comptées avec leur multiplicité algébrique. Et cette petite remarque, vous voyez la cohérence des maths, la première propriété, au plus n valeurs propres distinctes, on l'avait déjà établi en fait, en utilisant le fait que les sous-espaces propres sont en somme directe. Donc, chaque sous-espace propre contribue au moins à une dimension et que vous ne pouvez pas avoir plus que n dimensions en somme directe dans un espace de dimension n. Donc, vous ne pouviez déjà pas avoir plus que n valeurs propres distinctes. Donc, vous voyez, il y a un lien un petit peu quand même profond, un peu mystérieux entre cette borne n sur le nombre de dimensions, en quelque sorte, de places qu'il y a en termes de dimensions dans un espace vectoriel, et cette borne n, qui est le nombre de racines que peut avoir un polynôme de degré n. Voilà, si vous réfléchissez à ça, au fait qu'on a démontré ce théorème au plus n valeurs propres distinctes de manière aussi différente, en utilisant des outils qui sont d'univers aussi différents que les dimensions de sous-espace propre en somme directe d'une part, et que l'écriture d'un polynôme de degré n sous forme factorisée, qui permet de montrer qu'un polynôme de degré n n'a pas plus que n racines distinctes, eh bien, vous avez fait de sacrés progrès en mathématiques. Alors, si on revient au sommaire, on a traité ça et ça, et donc on va aller tout de suite à la section suivante qui porte sur les expressions de la somme et du produit des valeurs propres. Alors voilà les expressions. La somme des valeurs propres, ça va être la trace. On va voir que c'est égal à la trace de la matrice et le produit des valeurs propres au déterminant de la matrice. Et ça, c'est la proposition qui énonce avec des phrases ces deux égalités. Pour voir d'où elles sortent, on va tout de suite à la démonstration, slide suivant. Et la démonstration, elle repose sur l'écriture de PA sous forme factorisée et le développement ici de cette forme factorisée. Et enfin, la comparaison avec
ce qu'on sait déjà du polynôme caractéristique qu'on avait énoncé dans une proposition antérieure, c'est cette forme avec notamment le terme de degré n-1 et le terme de degré 0 qui font intervenir la trace et le déterminant. Plus exactement, on sait depuis le chapitre polynôme que un polynôme de degré n, on peut toujours l'écrire sous forme factorisée. Il admet toujours des racines réelles ou complexes qui sont au nombre de n, comptées avec multiplicité. Donc si on note lambda 1, lambda n, c'est n racines. C'est-à-dire, d'après ce qu'on a vu exactement, les valeurs propres comptées par définition avec leur multiplicité algébrique, eh bien, on peut écrire, d'après le chapitre polynôme, le polynôme caractéristique sous cette forme factorisée-là, donc comme un produit de lambda moins la première valeur propre, lambda moins la deuxième valeur propre, etc. Et avec juste en facteur, un facteur qui correspond au coefficient d'ordre n du polynôme. Mais par ailleurs, on le connaît, ce coefficient d'ordre n. Toujours d'après la proposition 8, regardez, on l'a écrit ici. Coefficient d'ordre n, on sait qu'il vaut moins 1 puissance n. Donc ce an, il vaut moins 1 puissance n. Donc on l'a mis ici, vous voyez, moins 1 puissance n. Et donc ce moins 1 puissance n, on peut l'absorber en renversant en fait l'ordre entre les deux coefficients. Excusez-moi, c'est moins ici, pas ici. En renversant l'ordre entre les deux termes dans chacun des produits. Donc on obtient cette forme-là. Et cette forme-là, si vous la développez, vous avez un terme constant qui est obtenu en prenant dans chaque facteur, en ne prenant pas moins lambda dans chaque facteur, donc en prenant à chaque fois la valeur propre. Donc le terme constant, il vaut bien le produit des valeurs propres. Et puis vous avez un terme de degré n-1 qui est obtenu en prenant dans tous les facteurs sauf 1 moins lambda, donc moins lambda puissance n-1. Et puis, dans le dernier facteur, celui où vous avez choisi de ne pas prendre moins lambda, vous prenez lambda 1, si ce facteur où vous avez choisi de ne pas prendre moins lambda, c'est le premier, ou bien lambda 2, si ce facteur où vous avez choisi de ne pas prendre moins lambda, c'est le deuxième, ou lambda n. D'où cette somme lambda 1 plus lambda 2 plus lambda n. Donc dans les deux lignes qui suivent, on a juste reformulé un petit peu cette expression, mais il n'y a presque rien de changé. Et maintenant, si vous identifiez cette expression, une des trois lignes, peu importe, avec l'expression qu'on avait obtenue pour le polynôme caractéristique, c'est-à-dire avec notamment cette expression du terme de degré n-1 et du terme de degré 0, donc si vous identifiez les termes de degré n-1 et les termes de degré 0, vous obtenez exactement les deux égalités 10, on va y revenir, c'est-à-dire ces deux égalités-là. La somme des valeurs propres, comptées avec leur multiplicité algébrique, est égale à la trace. Et le produit des valeurs propres, ici, c'était la somme, comptée avec leur multiplicité algébrique, est égale au déterminant. Alors il y a deux cas particuliers où c'est facile de vérifier la validité de ces deux égalités. C'est d'une part le cas n égale 2, le cas d'une matrice 2,2, parce que dans ce cas-là, en fait, on les avait déjà écrites, ces deux égalités. Je vais au slide 31. Plus exactement, je vais à l'égalité 9, slide 31. Et là, voilà. Somme des valeurs propres égale la trace, et produit des valeurs propres égale le déterminant. On l'avait trouvé de la même manière, en fait. On avait développé la forme factorisée du polynôme caractéristique et on l'avait comparé à l'expression du polynôme caractéristique déduite du fait que ce polynôme caractéristique est obtenu comme le déterminant de la matrice moins lambda identité. Donc cette forme-là. Et en comparant cette forme-là au développement de la forme factorisée, on a obtenu ces deux formules.
On a fait exactement la même chose en dimension n. À la limite, si vous avez bien compris en dimension 2, normalement, enfin, d'abord, c'est presque suffisant, et puis d'autre part, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés pour comprendre en dimension n, puisque c'est la même chose. Donc on revient au slide 39. Et donc ça, c'est fait. Et il y a un deuxième cas où il est facile de vérifier la validité de ces deux égalités. C'est le cas d'une matrice triangulaire. Et a fortiori, le cas d'une matrice diagonale. Une matrice diagonale, c'est un cas particulier de matrice triangulaire. Donc le cas d'une matrice triangulaire. Alors, pourquoi ? Parce que dans le cas d'une matrice triangulaire, les coefficients diagonaux de la matrice sont exactement ses valeurs propres, comptées avec leur multiplicité algébrique. Et ça, on va aller le voir tout de suite, proposition 10. Alors ça, voilà notre proposition 10. Si une matrice A de Mn de K est triangulaire, supérieure ou inférieure, peu importe, et à plus forte raison si elle est diagonale, alors les coefficients diagonaux, que j'ai essayé de de surligner ici, sont exactement les valeurs propres de A comptées avec leur multiplicité algébrique. Autrement dit, c'est un cas où vous lisez sur la diagonale les valeurs propres. Non seulement les valeurs propres, mais si elles sont répétées avec leur multiplicité algébrique. Bon, démonstration très simple. Pour une matrice triangulaire supérieure, lorsque vous enlevez moins lambda à chacun des coefficients diagonaux, elle est encore triangulaire, supérieure là dans ce cas. Et le déterminant d'une matrice triangulaire, on a vu ça dans le chapitre déterminant, c'est le produit de ses coefficients diagonaux. Donc, pour une matrice triangulaire, le polynôme caractéristique, il a une forme très simple, déjà factorisée. Il a cette forme-là. Produit de coefficient diagonal moins lambda, coefficient diagonal moins lambda, coefficient diagonal moins lambda. Ce qui démontre exactement ce qu'on a écrit, ce qu'on a dit au-dessus, cette proposition. Les racines du polynôme caractéristique, comptées avec leur multiplicité, c'est exactement les coefficients diagonaux. Donc les valeurs propres comptées avec multiplicité, vous les voyez sur la diagonale. Ça n'est pas vrai pour une matrice quelconque. C'est vrai seulement pour une matrice triangulaire, inférieure ou supérieure ou diagonale. Par ailleurs, mais on verra ça dans les mini-tests, vous ne pouvez pas toujours vous ramener à ce cas-là, parce que vous n'avez pas le droit, pour calculer les valeurs propres d'une matrice, vous n'avez pas le droit de la triangulariser par opération sur les lignes et les colonnes. Ça change les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc ça change en particulier les valeurs propres. Mais en tout cas, si par chance, entre guillemets, vous êtes dans le cas d'une matrice triangulaire supérieure ou inférieure ou diagonale, et bien vous avez gratuitement les valeurs propres et leur multiplicité algébrique. Et donc, dans ce cas particulier, puisque les coefficients diagonaux sont les valeurs propres, c'est normal que la somme des coefficients diagonaux, la trace, soit égale aux valeurs propres et que le déterminant, qui est égal au produit des coefficients diagonaux pour une matrice triangulaire, soit égal au produit des valeurs propres. Et donc pour en revenir au sommaire, on a traité ces deux paragraphes. Et le paragraphe suivant va traiter d'invariance par changement de base ou par transposition. Invariance par changement de base ou par transposition, on a déjà vu ça dans la section 3, regardez c'était là, élément propre invariant par changement de base, élément propre invariant par transposition. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'y revenir ? Parce que dans la section 3, la multiplicité qui était invariante par changement de base ou par transposition, c'était la multiplicité géométrique. Donc plus exactement, on avait vu que les valeurs propres et leur multiplicité géométrique étaient invariantes par changement de base et par transposition. Dans la section 4, on va revenir là-dessus,
dans ce paragraphe, on va y aller tout de suite. Et vous voyez, c'est invariant par changement de transposition 2, numéro 2, deuxième version. En fait, on va dire pratiquement la même chose, sauf que au lieu de parler de multiplicité géométrique, on va énoncer les mêmes énoncés, mais avec la multiplicité algébrique. On y va tout de suite. Alors en fait, grâce à cet objet qui est le polynôme caractéristique, on a maintenant une formulation très simple de cette proposition d'invariance concernant les éléments propres invariants par changement de base ou par transposition. Et la proposition, elle dit simplement que si A et A' sont deux matrices n croix n, qui sont reliées soit par conjugaison, donc dit autrement par changement de base, donc il existe une matrice P inversible telle que A' égale P moins 1 AP, ou bien par transposition, elles sont transposées l'une de l'autre, alors elles ont le même polynôme caractéristique. Et le reste, c'est des conséquences. Les autres assertions sont des conséquences de cette assertion. Elles ont le même polynôme caractéristique. Alors, comme elles ont le même polynôme caractéristique, elles ont les mêmes valeurs propres, mais ça on le savait déjà, on le savait d'après la section 3. Et pour chacune de ces valeurs propres, les valeurs propres ont pour l'une ou pour l'autre matrice les mêmes multiplicités algébriques. Pour chacune de ces valeurs propres, la valeur propre a pour l'une ou pour l'autre de ces deux matrices les mêmes multiplicités algébriques. Du coup, comme le produit des valeurs propres, c'est le déterminant, elles ont même déterminant, mais ça, en fait, on le savait déjà. Si vous regardez le chapitre déterminant, on avait déjà dit que deux matrices conjuguées l'une de l'autre avaient même déterminant, et que le déterminant d'une matrice était égal au déterminant de la transposée. Donc on le savait déjà, mais on le retrouve en quelque sorte gratuitement ici. Et puis comme la trace, c'est la somme des valeurs propres comptées avec multiplicité algébrique, ben elles ont aussi même trace. Alors même trace, dans le cas d'une matrice de la transposition, c'est évident en fait qu'elles ont même trace, parce que quand vous transposez une matrice, vous ne changez pas précisément ses coefficients diagonaux. Donc même trace dans le cas de la transposition, c'est un énoncé un peu vide. En revanche, dans le cas de la conjugaison, ça c'est un énoncé nouveau, celui-là on ne l'avait pas dans les chapitres précédents. Voilà. Et là on l'a, puisque la trace, c'est la somme des valeurs propres comptées avec les multiplicités algébriques, ou bien parce que la trace, on la trouve dans l'expression du polynôme caractéristique. Donc, si elles ont même polynôme caractéristique, elles ont même trace. De même, le déterminant, on le retrouve dans l'expression du polynôme caractéristique. Donc, si elles ont même polynôme caractéristique, elles ont même déterminant. Donc, vous voyez, tout ça devient très cohérent avec plein d'équivalences et de redondances entre toutes ces assertions. Vous voyez que la démonstration est très courte, donc il y a deux cas à traiter. Il y a le cas où A et A' sont reliés sont conjugués l'une de l'autre. Et ces trois égalités-là, vous voyez, elles permettent de dire que si A et A' sont conjugués l'une de l'autre, alors A moins l'identité, pardon, A moins lambda identité ici, et A' moins lambda identité ici, sont également conjuguées l'une de l'autre. Et le fait de retirer moins lambda identité à chacune des deux matrices, elles sont encore conjuguées par la même matrice P. Du coup, ces deux matrices où on a retiré lambda identité ont encore le même déterminant. Et ce déterminant, c'est le polynôme caractéristique de l'une et de l'autre. Le deuxième cas, c'est quand elles sont transposées l'une de l'autre. Et c'est un peu le même principe, si elles sont transposées l'une de l'autre, vous voyez que quand on leur retire à chacune lambda identité, les matrices obtenues sont encore transposées l'une de l'autre. Vous voyez comme c'est simple. Donc si elles sont encore transposées, chapitre déterminant, elles ont le même déterminant, donc le même polynôme caractéristique. Et tout le reste, ce qui est commenté ici, s'ensuit. C'est ce que j'ai dit oralement plus haut. Et on a terminé de traiter l'invariance par
changement de base ou par transposition, version 2. Et il nous reste à traiter ce qu'on peut appeler de manière peut-être un peu pompeuse, mais comme l'apogée du chapitre, vraiment le point culminant du chapitre, ça va être l'inégalité entre multiplicité géométrique et algébrique. Et ensuite, on va parler de diagonalisabilité. Et donc, c'est parti pour inégalité entre multiplicité géométrique et algébrique. Et voici le théorème du chapitre qui nous dit que la multiplicité géométrique d'une valeur propre ne peut excéder sa multiplicité algébrique. Ce qui se traduit en symbole par cette inégalité. Alors, dans l'énoncé du théorème, il y a une deuxième inégalité, celle-ci. Mais celle-ci, celle de gauche, j'ai écrit, on le savait déjà, on la connaissait déjà. Parce que une valeur propre lambda, c'est un nombre qui est associé à au moins un vecteur propre non nul. Donc si lambda est valeur propre, il y a au moins un vecteur propre non nul, donc il y a un espace propre qui est de dimension au moins 1. Donc une multiplicité géométrique, c'est de dimension au moins 1. Ça, c'était par définition de ce que c'est qu'une valeur propre. Et ce qui est nouveau, c'est l'inégalité de droite. Alors pourquoi c'est important ce théorème? Eh bien parce que c'est lié à la diagonalisabilité de la matrice. Une matrice ou un endomorphisme, c'est diagonalisable s'il existe une base de vecteurs propres. Et en termes de multiplicité géométrique, être diagonalisable, c'est équivalent au fait qu'il y a suffisamment de directions propres, de vecteurs propres pour faire une base. Et avec des symboles, ça se traduit par la somme des multiplicités géométriques est égale à la dimension de l'espace. Et donc toute information sur la valeur de ces multiplicités géométriques, c'est intéressant pour traiter de la diagonalisabilité d'une matrice. Et donc, toute la question de la diagonalisabilité revient à savoir est-ce qu'il y a égalité entre la somme des multiplicités géométriques qui est ici et la dimension de l'espace qui est ici. Égale point d'interrogation. Et qui plus est, si A est à coefficient réel, si la matrice est à coefficient réel, il y a deux notions de diagonalisabilité. On peut se poser la question de la diagonalisabilité sur C, ce qui revient à cette égalité-là, ou de la diagonalisabilité sur R, qui revient à se demander est-ce que la somme des multiplicités géométriques pour les valeurs propres réelles, est-ce que cette somme est ou non égale à la dimension de l'espace. Et il y a une somme de multiplicité qui, elle, vaut à coup sûr la dimension de l'espace, égalité ici, c'est la somme des multiplicités algébriques pour toutes les valeurs propres complexes. Ça, d'après le théorème fondamental de l'algèbre, c'est égal à n. Alors, en sommant cette inégalité du théorème, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve cette inégalité-là. C'est le théorème, quand on somme, on retrouve cette inégalité-là. Du coup, que la somme des multiplicités géométriques est inférieure ou égale à la dimension de l'espace. Mais en fait, cette inégalité-là, qu'on a obtenue en sommant l'inégalité du théorème sur toutes les valeurs propres complexes, on la savait déjà aussi. Eh bien oui, parce qu'on l'a déjà énoncé dans la section 2, on avait déjà démontré, énoncé et démontré, que la somme des multiplicités géométriques est inférieure ou égale à la dimension de l'espace. On va tout de suite aller voir où. Ici, la somme des multiplicités géométriques des valeurs propres est inférieure ou égale à la dimension de E, ce qui, en symbole, est traduit ici. Et la raison, c'était simplement que, c'était que les sous-espaces propres, ils sont en somme directe, alors en somme directe de, pas forcément 2, éventuellement plus que 2 sous-espaces propres, mais comme ils sont en somme directe,
la dimension de la somme des sous-espaces propres, c'est la somme des dimensions. Donc bien sûr, c'est borné par la dimension de l'espace. Puisque la somme des sous-espaces propres, c'est un sous-espace de l'espace complet, total. Enfin, tout ça pour dire que cette inégalité, on la connaissait déjà. Donc cette inégalité, on la connaissait déjà. Mais ce théorème, il apporte toutefois quelque chose de plus. Ce qu'on savait déjà, c'était une inégalité globale sur la somme des multiplicités géométriques. Ce que nous apporte le théorème, c'est une information beaucoup plus fine. Il nous dit que valeur propre par valeur propre, on a cette inégalité entre multiplicité géométrique et algébrique. Vous voyez, les inégalités et les égalités agrégées, on les connaissait déjà. Celle-ci, on la connaissait déjà, et celle-ci, on la connaissait déjà. C'est le théorème fondamental de l'algèbre. Mais ce qu'on a ici, c'est le détail valeur propre par valeur propre. Pour avoir diagonalisabilité, alors d'abord sur C, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une égalité ici. Autrement dit, il faut une égalité ici. Autrement dit, il ne faut pas moins de multiplicité géométrique que de multiplicité algébrique. Au niveau agrégé ici, il n'en faut pas moins. Mais ce que nous dit le théorème, c'est que il en faut aussi pas moins au niveau du détail valeur propre par valeur propre. Pourquoi? Parce que si pour une des valeurs propres, on a une inégalité stricte, donc on a une perte de multiplicité géométrique, et bien ça ne pourra pas être compensé par les autres valeurs propres. Parce que pour les autres valeurs propres, de toutes les façons, on ne pourra jamais avoir mieux en dimension de sous-espace propre qu'en multiplicité de la valeur propre en tant que racine du polynôme caractéristique. Donc en résumé, la diagonalisabilité, il faut perdre sur aucune valeur propre, plutôt sur aucune valeur propre, il ne faut perdre la moindre multiplicité géométrique par rapport à la multiplicité algébrique. Il faut qu'on ait une égalité comme ça pour chacune des valeurs propres, pour avoir la diagonalisabilité sur C. Et puis la diagonalisabilité sur R pour une matrice à coefficient réel, c'est encore plus exigeant, il faut qu'on ait une égalité ici. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une égalité ici et ici. Alors, celle de droite, je veux dire, ici, c'est la même que celle-là. Hein. Ça, c'est la même chose. D'accord? Et celle-ci aussi. Celle-ci, c'est la même que celle-ci. Celle qui est nouvelle dans ma deuxième ligne de calcul ici, c'est, enfin, dans cette ligne-là, c'est cette égalité-là, inégalité-là, pardon, entre valeur propre réelle et valeur propre complexe. Pour être diagonalisable sur R, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait égalité ici, donc il faut qu'il y ait égalité ici et ici. À droite, c'est la même condition qu'au-dessus, c'est que pour toutes les valeurs propres complexes, on doit avoir égalité entre multiplicité géométrique et multiplicité algébrique. Et en plus, si on veut que ce soit diagonalisable sur R, il faut qu'on ait une égalité ici. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une égalité ici? Il faut que la somme des multiplicités géométriques des valeurs propres réelles soit égale à la somme des multiplicités géométriques des valeurs propres complexes. Et ça n'est possible. Quand je dis ça, avoir une égalité ici, ça n'est possible que si les valeurs propres sont toutes réelles. En résumé, diagonalisable sur C, c'est aucune perte de multiplicité géométrique par rapport aux multiplicités algébriques pour aucune des valeurs propres complexes. Et diagonalisable sur R, pour une matrice à coefficient réel, c'est en plus, toutes les valeurs propres sont réelles. Et aussi la deuxième condition. Donc toutes les valeurs propres sont réelles, et pour toutes ces valeurs propres qui sont réelles, jamais de perte de multiplicité géométrique par rapport aux multiplicités algébriques. Bon, on a passé beaucoup de temps sur ce slide, mais c'est important parce que ce slide contient tout ce qu'on va maintenant décliner sous la forme de corollaires et de conséquences. Donc on va quand même finalement passer au slide suivant. Alors en fait, sur ce slide, c'est des choses que j'ai déjà dites. On sait, d'après le corollaire 3, qu'est-ce que c'est le corollaire 3? C'est ce corollaire qui vous dit que
vous êtes diagonalisable, endomorphisme ou matrice si et seulement si la somme des multiplicités géométriques est égale à la dimension de l'espace. Et donc ici, on a reproduit ces critères de diagonalisabilité en les déclinant sur C et sur R. Mais à chaque fois, on a écrit qu'il faut que, pour que ce soit diagonalisable, que la somme des multiplicités géométriques soit égale à la dimension de l'espace. Et donc, les deux corollaires suivants, ils ne font que traduire par écrit ce qu'on a dit oralement sur le slide précédent. Et donc, ils fournissent un critère de diagonalisabilité sur C et de diagonalisabilité sur R. Et à chaque fois, le critère, c'est qu'il faut que la multiplicité géométrique pour chacune des valeurs propres soit égale, c'est-à-dire ne soit pas strictement plus petite que sa multiplicité algébrique. Et c'est la même chose ici. Multiplicité géométrique soit égale à sa multiplicité algébrique et pas strictement plus petite. Et ça repose, conséquence 2, mais on l'a dit sur le slide précédent, sur l'inégalité 11. L'inégalité 11, c'est l'inégalité du théorème. La voici ici, c'est celle-là. Et la dernière égalité de 12, que voici, c'est le théorème fondamental de l'algèbre. Voici les démonstrations de ces deux corollaires, mais qui ne sont que la version écrite de ce qu'on a dit oralement, de ce que j'ai dit oralement, sur le slide 43. Donc je les recommande rapidement ces démonstrations, mais si vous avez compris, vous pouvez passer en vitesse accélérée. Donc le premier corollaire, ça porte sur la diagonalisabilité sur C. Et là, essentiellement, dans ce premier point, dans ce deuxième point-là, j'ai paraphrasé le corollaire. C'est diagonalisable si et seulement si la multiplicité géométrique est égale à la multiplicité algébrique pour chacune des valeurs propres. Pourquoi? Eh bien parce que l'inégalité 11, et je vais supprimer la mention de la dernière égalité de 12, en fait c'est vraiment l'inégalité 11, celle du théorème ici valeur propre par valeur propre, montre qu'une perte de multiplicité géométrique, qu'est-ce qu'on va appeler une perte de multiplicité géométrique, c'est lorsque la multiplicité géométrique sera strictement plus petite que la multiplicité algébrique, eh bien une telle perte pour une seule des valeurs propres est irrémédiable. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourra jamais être compensée par un excédent de multiplicité géométrique pour une autre valeur propre, à cause de l'inégalité. Donc elle manquera irrémédiablement à la fin, en fin de compte, pour obtenir une base de vecteurs propres pour A, pour obtenir suffisamment de multiplicité géométrique sommée pour obtenir la dimension de l'espace. Bon, je radote un peu, hein, mais voilà. Ça, c'est pour la diagonalisabilité sur C. Et si la matrice est à coefficient réel, eh bien, l'argument est le même. C'est-à-dire le fait qu'une perte de multiplicité géométrique pour une des valeurs propres est encore irrémédiable. Mais cette fois-ci, il y a deux sources possibles de perte. Il y a le fait qu'une multiplicité géométrique puisse être strictement plus petite que la multiplicité algébrique, mais ça c'est comme précédemment. Mais il y a une autre source possible, c'est le fait que certaines valeurs propres, tout simplement, ne sont pas forcément réelles. S'il y a des valeurs propres non réelles, vous ne pourrez pas être diagonalisable sur R, parce que, à nouveau, les multiplicités géométriques des valeurs propres non réelles, elles vont vous manquer dans cette inégalité-là qui va devenir stricte, elles vont vous manquer pour atteindre la dimension de l'espace. D'où le corollaire, le critère de diagonalisabilité sur R qui combine les deux conditions. Toutes les valeurs propres réelles et, pour chacune des valeurs propres, une multiplicité géométrique égale à la multiplicité algébrique. Donc on a terminé la démonstration de ces deux corollaires. On est allé vraiment assez lentement, de manière très détaillée, mais j'espère que ça vous a permis de bien comprendre. Et on va en remettre une dernière couche en reformulant les corollaires, qui étaient des corollaires qui donnaient des conditions suffisantes nécessaires et suffisantes de diagonalisabilité. On va en remettre une dernière couche en reformulant les corollaires 6 et 7. Les corollaires 6 et 7, ils fournissaient des conditions
nécessaires et suffisantes de diagonalisabilité, on peut les reformuler en exprimant des conditions de non-diagonalisabilité, qui sont les suivantes, qui peuvent apparaître comme peut-être un peu plus concrètes. Sur C, pour être non diagonalisable, il faut, et il suffit, qu'il existe une valeur propre pour laquelle on a une perte de multiplicité géométrique. Strictement plus petite, ça veut dire une perte que sa multiplicité algébrique. Et puis, pour une matrice à coefficient réel, elle est non diagonalisable sur R si au moins une des deux conditions suivantes est vérifiée, une des valeurs propres est non réelle, et ou on a une perte de multiplicité géométrique pour une des valeurs propres. Et là, pour le coup, on a vraiment fini pour ces critères de diagonalisabilité. Alors, on va dire un mot de la démonstration du théorème du chapitre. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que la multiplicité géométrique d'une valeur propre, quelconque, de la matrice A, est inférieure ou égale à sa multiplicité algébrique. C'est-à-dire que on peut mettre dans le polynôme caractéristique en facteur un terme comme celui-ci. Alors, dans le polynôme caractéristique, là, l'argument, on l'a noté x, l'inconnu du polynôme, puisque la valeur propre, on l'a noté lambda. Donc, lambda, c'est un nombre fixé là. Donc, x, c'est l'inconnu du polynôme. Donc, vous êtes d'accord? Dire que la multiplicité algébrique est au moins supérieure ou égale à la multiplicité géométrique, c'est dire qu'on peut mettre en facteur ce facteur-là, donc lambda moins x, à la puissance multiplicité géométrique de lambda. Multiplicité géométrique de lambda. Alors pour montrer ça, on va faire un changement de base. Donc on va noter f indice A, l'endomorphisme associé à la matrice A, et puis la matrice de cet endomorphisme dans la nouvelle base, on va la noter B. Et puis, comme B et A sont les matrices d'un même endomorphisme dans deux bases différentes, autrement dit, elles sont conjuguées. Voilà, j'ai mentionné qu'elles étaient conjuguées ici. Et bien du coup, elles ont le même polynôme caractéristique. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire à mettre dans le polynôme caractéristique de A ce facteur lambda moins x puissance la multiplicité géométrique de lambda, on peut le faire sur le polynôme caractéristique, enfin de la matrice B, puisque c'est le même que celui de la matrice A. Alors maintenant, quelle base on va choisir? Eh bien, on cherche à mettre en facteur ce terme avec l'exposant multiplicité géométrique. Qu'est-ce que c'est la multiplicité géométrique? C'est la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. Tout simplement, on va choisir une base qui s'appuie sur ce sous-espace propre, c'est-à-dire on va choisir une base en commençant par prendre une base de ce sous-espace propre. Donc ça nous fait mgom de lambda vecteur. Puis après, on la complète, théorème de la base incomplète, théorème de la base incomplète, en une base B de k puissance n, et la manière de la compléter, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est les premiers vecteurs de la base, les combien premiers, les mgom de lambda premiers, puisque ces mgom de lambda colonnes, elles vont contenir ce que contiennent les colonnes d'une matrice associées à des vecteurs propres. Donc elles contiennent des zéros, sauf sur la coordonnée correspondant à l'indice de la colonne, puisque le vecteur il est envoyé sur lambda fois lui-même. Et donc notre matrice, elle est triangulaire par bloc. Avec ce bloc-là, il est même diagonal, celui-là. Et bien, d'après la forme de cette matrice, son polynôme caractéristique, il est de la forme suivante. C'est-à-dire, on peut l'écrire comme un produit de deux facteurs. Un facteur qui correspond à ce bloc-là, et qui va valoir ce lambda moins x puissance multiplicité géométrique de lambda, fois un facteur qui va correspondre au deuxième bloc ici.
la justification. Alors en fait, dans les notes sur le drive, je pense que je vais rajouter b moins xin à côté. Comme ça, vous verrez b d'un côté et b moins xin de l'autre. Là, dans la vidéo, je l'ai fait manuscrit. B moins xin, vous ajoutez moins x. Alors attention, hein, là, lambda, on est bien d'accord, lambda, c'est une valeur propre fixée, c'est un nombre fixé. L'argument du polynôme, c'est x. Donc pour avoir le polynôme caractéristique, vous enlevez moins x sur toute la diagonale, et puis vous prenez le déterminant. Et puis pour calculer ce déterminant, vous appliquez, soit vous appliquez la formule de Laplace de développement du déterminant suivant une colonne. Donc vous développez par rapport à la première colonne, clac, ça sort lambda moins x, deuxième colonne, clac, ça sort lambda moins x, etc. successivement. Donc ça vous sort ces facteurs-là, et il vous reste q de x à la fin. Soit vous dites, même avec les moins x, c'est encore triangulaire par bloc. Donc déterminant d'une matrice triangulaire par bloc, c'est le produit des déterminants des deux blocs. C'est encore plus simple. Et le déterminant du premier bloc, c'est lambda moins x, puissance multiplié géométrique de lambda. Voilà, j'ai écrit ici l'autre manière de calculer ce déterminant de b moins xin, c'est de le faire en tant que déterminant d'une matrice triangulaire par bloc. Donc le déterminant, c'est le produit des déterminants des blocs, ce qui donne cette forme du polynôme et ce qui finit de démontrer le théorème. Et il ne reste plus qu'un slide, et c'est un slide plutôt pour vous rassurer. Et voilà donc le dernier slide du chapitre, qui est un slide pour vous rassurer. Si vous avez trouvé ça bien compliqué, ces affaires de perte de multiplicité géométrique par rapport à la multiplicité algébrique, alors vous verrez, ça s'éclaircira parce que vous verrez des exemples dans les mini-tests et dans les TD. Mais quand même, si vous avez trouvé ça bien compliqué, eh ben, ce dernier paragraphe est là pour vous rassurer un peu. Il vous donne une condition suffisante de diagonalisabilité beaucoup plus simple. Alors c'est une condition qui marche que dans certains cas, mais en fait, vous allez voir, elle marche dans beaucoup de cas. Je vais en dire un mot après. Pour comprendre cette proposition, on revient un petit peu en arrière à notre théorème. Et vous vous souvenez du théorème, le danger pour la diagonalisabilité, le danger principal, c'était cette inégalité large et le risque que cette inégalité large soit stricte. Si elle est stricte, c'est mort pour la diagonalisabilité. Mais il y a une situation très banale, très courante et très simple à comprendre, dans laquelle on est sûr qu'il y aura égalité. Laquelle? Eh bien, tout simplement, si la multiplicité algébrique est égale à 1. C'est ce que j'ai écrit ici. Si la multiplicité algébrique de lambda vaut 1, autrement dit, si ici à droite vous avez 1, bah ici vous avez 1 à droite, 1 à gauche, bien sûr, vous avez des égalités partout. Donc la perte de multiplicité géométrique par rapport à la multiplicité algébrique, elle ne peut se produire que si la multiplicité algébrique est supérieure ou égale à 2. Et ça, si vous y réfléchissez, ça ne va pas se produire si souvent que ça. Pourquoi? Parce que si vous tracez un polynôme, le graphe d'un polynôme pris au hasard, souvent, le plus souvent, ces racines, elles seront simples. Une racine multiple, ça se produit pas très souvent, ça peut être considéré comme un accident ou comme un cas non générique. Génériquement, les racines sont plutôt simples. Elles peuvent être complexes, mais elles sont plutôt simples. Bon, du coup, on retourne à notre dernier slide. Et notre dernier slide, il nous dit exactement ça. Alors, il y a deux versions. Hein. Il y a la version diagonalisabilité sur C et puis la version diagonalisabilité sur R. Sur C, eh ben, il suffit, c'est une condition suffisante, hein, ce n'est pas une condition nécessaire, mais pour avoir la diagonalisabilité sur C, pour ne jamais avoir de perte de multiplicité géométrique, il suffit de n'avoir que des racines simples, donc des racines du polynôme caractéristique de multiplicité 1, autrement dit des valeurs propres de multiplicité algébrique 1. Si on a ça, on est diagonalisable sur C. Et si en plus les racines sont toutes réelles, que des racines réelles, en plus du fait qu'elles sont toutes de multiplicité algébrique 1, alors vous êtes diagonalisable sur R. Et la démonstration, on l'a vu à travers les inégalités. Alors ça, c'est quand même une proposition rassurante parce que
c'est un cas qui va souvent se produire en pratique, hein, je l'ai dit juste auparavant. Si vous prenez un polynôme, si vous tracez le graphe d'un polynôme à coefficient, enfin le graphe de R dans R, hein, d'un polynôme, et au hasard, les racines ont plutôt tendance à être simples. Les racines multiples, ça arrive par accident. En revanche, elles peuvent être complexes. Donc, pour une matrice prise au hasard, elle sera en général diagonalisable sur C, parce que ce critère-là, en général, il sera vérifié. Génériquement, il sera vérifié. En revanche, elle peut ne pas être diagonalisable sur R, même si elle est à coefficient réel. Parce que là, pour le coup, vous pouvez avoir un polynôme comme ça, avec des racines complexes, non réelles. Et tout ça va prendre un jour plus concret et plus simple sur les exemples qu'on va traiter en TD et en mini-test. Et bien, je vous remercie beaucoup de votre attention au terme de cette longue vidéo, dont j'espère que la longueur sera justifiée par le fait que j'ai essayé d'expliquer vraiment pas à pas tous les éléments du cours. Donc merci pour votre attention, bravo à toutes celles et tous ceux qui sont arrivés jusque-là, et pour ce qui est des vidéos de présentation des notes de cours, rendez-vous au prochain chapitre, le dernier chapitre sur le thème algèbre linéaire, les systèmes dynamiques linéaires.